Sur un terrain de sable de la banlieue de Dakar, 10 costauds entonnent en trottinant le chant en Wolof qui marque le début de l'entraînement. Après un an d'interruption à cause du coronavirus, les lutteurs sénégalais se préparent à retourner au combat. La lutte sénégalaise, dont les origines remontent aux cérémonies célébrant la fin des récoltes dans les ethnies Sérère et Diola, est extrêmement populaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La lutte a été arrêtée en mars 2020 et la réouverture c'est un an après, en mars 2021. Donc ce qui cause énormément de préjudice à tous les acteurs de la lutte. Parce que la lutte, c'est pas seulement les lutteurs, c'est les écuries et tout l'environnement économique qui tourne autour de la lutte. Et tous les Sénégalais aiment la lutte parce qu'on se retrouve là-dedans. Non seulement on fait du sport, mais c'est toute une culture qui est racontée dans les séances de lutte. L'arrivée de la Covid-19 il y a un an a stoppé net la pratique professionnelle. Plus de combats ni d'entraînement collectif. La période de la pandémie était très difficile pour nous. Si nous devions seulement nous occuper des charges familiales, il n'y aurait aucun problème. Mais il y a d'autres personnes qui croient en nous et avec qui nous devons partager ce que nous avons. Je suis très proche de mes supporters et je suis dans l'obligation de les soutenir. Nous avons vraiment senti les dégâts causés par la pandémie. Mais tout cela est du passé. Sous l'effet d'une grave crise politique, les principales restrictions ont été levées mi-mars et les compétitions sont en train de reprendre. Les affiches sont programmées déjà et les organisateurs disent avoir pris toutes les dispositions pour éviter que les spectateurs s'entassent. Le public sera bien au rendez-vous. On a diminué les places parce qu'il faut qu'on respecte aussi les mesures barrières. L'arène doit contenir 22 000 places. On ne mettra dans l'arène que 10 000 places pour respecter les mesures barrières. Le secteur de la lutte espère que la reprise des combats permettra de tourner définitivement la page de la saison blanche 2020, au cours de laquelle les 8 000 affiliés de l'Association nationale de lutte ont dû trouver d'autres sources de revenus. Davi Moukani sue à grosses gouttes sous le cagnard. Il enchaîne tour de piste et sprint sous le regard de son coach. L'athlète gabonais amputé du bras droit s'entraîne sur une piste jonchée d'herbes et de cailloux râpeux pour les Jeux paralympiques de Tokyo prévus fin août. Il court dans le stade du lycée technique d'Ouendo, à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale gabonaise, Libreville. Les lignes démarquant les couloirs sur la piste ont été effacées par le temps et l'usure. Les conditions dans lesquelles je travaille, elles ne sont pas très adéquates. Du coup, j'aimerais bien que la fédération, le gouvernement prennent un peu part sur les sportifs. Parce que je m'entraîne avec les moyens de bord, en fait. Il n'y a rien, je me débrouille comme un vrai Gabonais. Le manque de matériel, Mengue Pambo le constate aussi. Le matériel qu'il faut, on n'en a pas. Pour proprement le dire, on n'en a pas. Vous-même, vous l'avez si bien constaté. Il y a un manque de matériel. Donc, pour des entraînements, pour une performance assez efficace, vraiment, c'est compliqué. Il faudrait que le gouvernement essaye de mettre un peu plus d'accent sur le sport des personnes handicapées, afin que nous puissions apporter plus de performances au niveau de notre pays. Les athlètes paralympiques du Gabon, petit État pétrolier d'Afrique centrale d'environ 2 millions d'habitants, ont participé pour la première fois aux Jeux paralympiques en 2008 à Pékin. Le pays a ensuite envoyé un représentant à Londres et à Rio, sans jamais ramener de médaille. 3 sportifs s'entraînent pour obtenir leur ticket pour le rendez-vous de Tokyo, prévu du 24 août au 5 septembre. La distance entre Lagos, capitale économique du Nigeria, forte de 20 millions d'habitants, et Ibadan, sa petite sœur de 10 millions d'âmes, n'est que de 150 km. Et pourtant, la route est si encombrée et impraticable qu'en voiture, le trajet peut prendre jusqu'à 6 heures. Inauguré en décembre dernier, après plusieurs années de retard et avec pour l'instant seulement un unique train par jour dans chaque sens, une nouvelle ligne de chemin de fer.
J'ai beaucoup entendu parler du nouveau système de train au Nigeria et mon frère l'a déjà emprunté, ainsi que mes collègues. Moi, j'ai décidé d'essayer aujourd'hui, juste pour l'expérience, compte tenu des bouchons sur la route qui relie Lagos à Ibadan. J'ai des collègues qui vivent à Ibadan et travaillent à Lagos. Si nous avions de meilleurs horaires de train, comme c'est le cas partout ailleurs dans le monde, où l'on peut prendre le train, quitter la ville et revenir en ville le même jour, je suis sûre que beaucoup plus de gens prendraient le train. À bord, le prix Nobel de littérature 1986 voyage depuis sa mise en service. Wole Soyinka est nostalgique des années où le train était privilégié. Nous avons tous grandi avec le chemin de fer et c'est une honte qu'il ait disparu en tant que moyen de transport classique. Je respecte les efforts déployés pour restaurer ce type de train, confortable. Il n'est pas totalement bon marché pour le moment, mais j'espère que lorsqu'il fonctionnera correctement, il sera abordable pour la plupart des gens. Après des décennies d'abandon des services publics et de déliquescence des chemins de fer, le gouvernement du président Muhammadu Buhari avait promis de faire du développement du réseau ferroviaire une priorité. Au cours des 48 dernières heures, près de 1000 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye par les gardes-côtes libyens, a indiqué le bureau libyen de l'OIM sur son compte Twitter. Les équipes de l'OIM étaient présentes à tous les points de débarquement pour fournir l'assistance nécessaire, a assuré cette agence intergouvernementale basée en Suisse. Agences de l'ONU et ONG dénoncent régulièrement le renvoi en Libye de migrants interceptés en mer et les conditions déplorables dans les centres de détention. Nous réaffirmons que la détention arbitraire doit cesser, a encore dit l'OIM lundi. 1 millier d'hommes, femmes et enfants ont tenté de fuir la Libye au cours de ces dernières 48 heures et ont fini détenus dans des conditions épouvantables, a déploré la porte-parole de l'OIM à Genève. La Libye est une route majeure pour des milliers de migrants, en majorité subsahariens, qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer. Plus de 1200 migrants ont péri en 2020 en Méditerranée, selon l'OIM. Ceux qui sont interceptés sont transférés vers des centres de détention dont les conditions ne cessent d'empirer, selon la même source. Passeurs et trafiquants ont profité ces 10 dernières années du climat d'instabilité qui a régné dans ce pays, situé à quelques 300 km des côtes italiennes. C'est un miraculeux que décrit la presse bolivienne. Un mécanicien aéronautique, Erwin Tumiri, un des 6 survivants du crash qui avait décimé le club brésilien Chapecoense en 2016, a survécu mardi à un grave accident d'autocar dans son pays qui a fait 21 morts. L'accident est survenu dans la matinée sur une route reliant les départements de Cochabamba et Santa Cruz à l'est du pays. L'autocar est tombé dans un ravin de 150 mètres. Au moins 21 personnes sont mortes et 30 ont été blessées. Je me sens béni, je rends toujours grâce à Dieu, a déclaré le rescapé de 30 ans. Erwin Tumiri faisait partie de l'équipage de l'avion d'une compagnie bolivienne qui s'était écrasée le 28 novembre 2016 en Colombie et avait causé la mort de 71 personnes. Parmi elles, 19 joueurs du club brésilien Chapecoense qui se rendaient dans la ville colombienne pour disputer la finale du match aller de la Copa Sudamericana. Outre le jeune mécanicien, 3 joueurs de l'équipe avaient également survécu, ainsi qu'une hôtesse et un journaliste brésilien décédé depuis. Les accidents d'autocar, principal moyen de transport pour de longues distances, sont fréquents en Bolivie. En septembre dernier, 19 personnes étaient décédées lorsque leur autocar s'est abîmé dans un précipice. Répondre vite et bien à la crise humanitaire dans le nord du Mozambique, où risquait d'accélérer le recrutement au sein de groupes armés djihadistes qui y sévissent. C'est ce scénario que redoute une équipe de l'ONU, revenue le 19 mars d'une mission dans la région. En effet, selon l'organisation, si des services ne sont pas fournis, il existe un réel risque de radicalisation avec la possibilité que cela devienne un carburant pour les djihadistes. Le défi aujourd'hui est d'empêcher que ces groupes armés s'étendent
dans la province stratégique de Cabo Delgado, à majorité musulmane et frontalière de la Tanzanie. Les attaques de groupes armés dans cette région pauvre, en dépit d'immenses richesses en gaz naturel, ont commencé en octobre 2017, mais se sont accélérées l'an dernier. Il faut noter que les jeunes vivent dans des conditions précaires. On fait savoir plusieurs responsables du HCR, appelant le Mozambique et la communauté internationale à allouer davantage de ressources à cette crise humanitaire grave. Au moins 2600 personnes ont été tuées, dont la moitié de civils, et près de 670 000 personnes ont fui les attaques des groupes armés qui terrorisent depuis plus de 3 ans cette province. Comme chaque mardi, une foule d'étudiants, d'enseignants et de sympathisants ont défilé à Alger pour réclamer davantage de liberté. La marche s'est déroulée sans incident. Libérer les détenus ont scandé des manifestants dont les pancartes affichaient des portraits de prisonniers. 24 manifestants ont en effet été écroués lundi pour atteinte à l'unité nationale après avoir été interpellés lors d'une marche du Irak samedi à Alger. D'autres militants, dont le poète du Irak Mohamed Tajadi, qui a de nouveau été arrêté dimanche soir, étaient toujours en garde à vue ce mardi à Alger, a précisé le Comité national pour la libération des détenus. Plus nombreux que la semaine passée, les étudiants ont également manifesté pour les droits à la liberté d'expression et a manifesté, jurant de rester debout face aux corrompus. Le président algérien a mis en garde les manifestants du mouvement pro-démocratie du Irak contre tout dérapage. À l'issue d'une réunion du Haut Conseil de sécurité, Abdelmadjid Tebboune a toutefois mis en garde ce mardi contre les activités non innocentes qui tentent d'entraver le processus démocratique en Algérie. Le président algérien a décidé d'organiser des élections législatives anticipées le 12 juin prochain pour tenter de répondre à la grave crise politique et socio-économique qui ébranle le pays le plus peuplé du Maghreb. Mais les irakistes dénoncent à chaque rassemblement un scrutin qualifié de mascarade.